Si tu galères en mixage et que tu manques de repères, on va voir ici 9 astuces qui vont te permettre de progresser plus rapidement en mixage. C'est des astuces que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'auraient évité de galérer. Alors, la première des astuces, ça va être de commencer par le plus difficile en premier, c'est-à-dire de prendre la section qui est la plus encombrée. C'est là où tu vas avoir le plus de clash entre les différents instruments. Et du coup, si tu arrives à résoudre la majorité des problèmes sur cette section qui est bondée de monde, et bien en fait sur les autres sections qui vont être plus clairsemées, ça va être plus facile. Donc c'est un peu comme quand tu étais petit et qu'on te demandait de manger ton assiette et qu'il y avait des haricots verts et que tu n'aimais pas trop ça, eh bien c'était plus facile de terminer ton assiette si tu commençais directement par les haricots. Là ça va être un peu le même principe. On va voir l'exemple sur un de mes projets qui s'appelle Colosseus. Donc tu vois, tu as une intro, couplet, mais surtout sur ce projet, il y a des gros cuivres sur le refrain et qui sont difficiles à mixer ensemble avec tout le reste des instruments. Donc moi, je commencerai, tu vois, pour mixer, je commencerai à mixer cette partie-là. Voilà, à l'inverse, tu vois, tu as d'autres sections qui sont beaucoup plus clairsemées, par exemple l'intro. Voilà, donc ça sera beaucoup plus simple de gérer les autres sections une fois que tu auras réussi à gérer la grosse section de ton morceau au niveau mixage. Dès qu'elle va bien sonner, eh bien tu vas mieux sonner le reste. Et puis en plus, autre avantage aussi, c'est que tu vas gérer directement le climax de ton morceau. Tu vois, là où ça doit péter, mais tu vas le faire en premier et ensuite ça te permettra de dénuder un petit peu les autres sections pour faire en sorte que justement quand on arrive à cette partie-là, ça explose. Alors la deuxième astuce, c'est de mixer avec des références, et par référence, j'entends intégrer des morceaux professionnels dans ta session, dans ton projet, pour te rafraîchir l'oreille, parce que le truc qui arrive lorsque tu mixes, surtout quand tu mixes longtemps sur le même projet pendant des heures, c'est que ton oreille va se fatiguer et va venir te tromper au fur et à mesure. Tu ne sauras plus comment gérer les volumes entre les différentes pistes, comment ça doit sonner en fait, parce que il est très difficile de se souvenir de mémoire comment doit sonner un certain style particulier. Par exemple, tu peux te souvenir que un morceau hip-hop va avoir plus de grosses caisses et plus de basses qu'un morceau de jazz, par exemple. Mais dans les détails, tu vas pas savoir vraiment comment mixer les différents éléments entre eux pour que ça sonne comme ce style-là, tu vois. C'est un peu comme un peintre avec son chevalet qui prend, je sais pas moi, un paysage, on va dire des montagnes, des arbres, comme référence pour faire son tableau. Peut-être que lui, il va juste prendre la forme de cet arbre, il va s'en inspirer pour en faire son tableau, puis après il va prendre un autre paysage ici pour continuer son tableau, tu vois, mais il va avoir comme ça un meilleur sens des proportions et il va pouvoir s'aider de ce qui existe déjà pour créer ce qu'il veut créer. Si tu utilises une ou plusieurs références dans ton projet, eh bien c'est ça que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir des mixages qui vont être beaucoup plus précis et qui vont pouvoir mieux coller au style que tu envisages de faire avec ton mixage. Il faut bien te dire que dans les studios professionnels, ils utilisent eux aussi des références professionnelles dans leur mixage, ils en utilisent plusieurs. Je te montre juste mon projet. Ici, voilà, j'ai une première référence pour la partie orchestrale, tu vois, pour le refrain, c'est musique de One Piece. Voilà, donc de quelque chose d'assez orchestral qui est tiré d'un manga, d'un animé. Et ensuite, tu as, pour la partie un peu plus hip-hop, je crois que j'ai pris un artiste qui s'appelle Blockhead. Voilà, donc on se rend bien compte, tu vois, si je te fais écouter mon morceau, ben, c'est pas du tout pareil, quoi. Mais voilà, je me suis servi de ces références professionnelles pour coller au mieux au style, pour me rafraîchir les oreilles, et c'est ce que je te conseille de faire pour faire de meilleurs mix. Alors l'astuce suivante, c'est de faire tes niveaux en premier. Les niveaux, c'est quoi? C'est gérer les volumes en fait de toutes tes pistes, parce que c'est plus de la moitié de ton mix qui va être dicté par l'équilibre relatif entre toutes tes pistes au niveau des volumes. C'est un peu comme une maison, tu vas partir sur des fondations solides, et tout ça juste en touchant les faders. Donc les faders, pour rappel, c'est juste les petites glissières qu'il y a ici, là. Voilà, et pour chacune des pistes, juste régler le volume relatif de chacune des pistes. Je vais te faire écouter ce que ça donne. Ici, je suis sur un projet qui est juste arrangé, tu vois, il s'appelle Tropical Arrangement Fini, et on va écouter ce que ça donne. Ok,
Ok, donc on se rend compte qu'il y aurait peut-être quelques petits ajustements à faire sur les transitions. Des fois, c'est un peu trop fort ou un peu trop faible. Donc il y a encore des choses à corriger au mix. Mais si tu fais d'abord les volumes en premier, eh bien, tu t'assures de partir sur de bonnes bases de ton mix et tu as déjà la moitié du travail qui est fait. Alors l'astuce suivante, c'est de basculer souvent ton écoute en mono. Alors ça, tu peux le faire avec un petit plugin qui te permet de réduire l'élargissement stéréo, de faire du mono. Au lieu d'écouter en stéréo avec gauche-droite, eh bien en fait, tous les éléments vont se retrouver au centre et tu vas pouvoir comme ça vérifier que ton mix passe bien sur un système mono. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a des systèmes, par exemple, les smartphones, avec leurs petites enceintes ici, ou alors les enceintes de PC, voilà, qui sont ici, par exemple. Ou alors, tu peux aussi avoir des enceintes Bluetooth, voilà, avec deux petites enceintes comme ça. Et en fait, si ton oreille à toi, elle est là, ok, le temps que le son arrive à ton oreille, eh bien en fait, ce que tu vas entendre, c'est pas de la stéréo, t'as pas les deux enceintes qui sont placées de manière optimale, tu vois, à gauche et à droite. Non, tu vas avoir le son, il va t'apparaître comme étant du mono. Donc en fait, sur tous ces systèmes d'écoute là, les gens vont écouter ta musique en mono. Donc il faut absolument que tu t'assures que ta musique elle passe bien en mono. Déjà c'est le premier truc, mais ensuite le deuxième truc c'est que en fait là je te dessine la stéréo, donc on est au centre, ça c'est le centre, ça c'est la gauche left et ça c'est la droite right. Donc si tu as tous tes éléments qui se baladent dans la stéréo, eh bien ça te crée une séparation. Donc c'est cool, hein, c'est plus joli et ça espace tous tes éléments sur la panoramique. Mais cette séparation, ça va pas te faire entendre les problèmes qui vont être créés lorsque les gens vont l'écouter en mono. Lorsque ça va être écouté en mono, en fait, tu vas avoir tous tes éléments qui vont se retrouver ici au centre. Et ils vont se retrouver les uns par-dessus les autres, tu vois. Donc, c'est là où tu entends véritablement s'il y a des conflits de fréquences, par exemple, s'il y a des problèmes, s'il y a des éléments qui se gênent entre eux, c'est quand c'est en mono que tu entends beaucoup mieux ça. Donc, mixer 50% du temps en mono, c'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir résoudre ces problèmes, entendre ces problèmes et les résoudre facilement pour que ton mix sonne mieux, qu'il soit en mono ou en stéréo. C'est un peu le problème qu'on a nous aussi lorsqu'on fait des sites internet comme moi. Hein, je crée des pages internet pour ceux qui regardent sur un écran d'ordinateur, mais il faut aussi que je me préoccupe de ces mêmes pages pour ceux qui regardent sur des tablettes ou ceux qui regardent sur des smartphones. Si je me préoccupe que de l'écran, tu vois, de ceux qui regardent sur écran, eh bien ceux qui vont regarder sur des tablettes et sur des smartphones, les pages elles vont être toutes dégueulasses et ça va pas leur plaire, ils vont pas regarder, d'accord? Donc c'est pareil pour ta musique, il va falloir que tu t'assures que peu importe le système d'écoute, eh bien, les gens vont pouvoir bien apprécier ta musique. On va écouter le refrain et je vais le faire passer de la stéréo au mono. C'est parti. La stéréo. Mono. C'est par ce biais-là que tu vas entendre les différences et que tu vas vérifier que ça passe bien dans les deux cas. Quand tu vas passer en mono, il peut y avoir des éléments qui disparaissent, il peut y avoir des éléments qui se chevauchent, donc voilà, tu vas pouvoir corriger tout ça pour avoir de meilleurs mix et avoir surtout un mix qui passe partout. Alors cinquième astuce, c'est ne traîne pas. En fait, dès que tu es prêt à mixer, il faut que tu fonces, il faut que tu traces, parce que on l'a vu, hein, plus le temps avance et plus tes oreilles vont avoir tendance à te trahir et à se fatiguer et à te donner de fausses informations. Donc en fait, le mieux c'est d'y aller à l'instinct parce que ça va te faire prendre des meilleures décisions et des décisions beaucoup plus rapides et tu vas éviter de trop surintellectualiser et de trop surtraiter tes pistes. Donc ça t'est peut-être déjà arrivé, moi ça m'arrivait souvent au début quand je mixais, c'était à force d'écouter un mix trop longtemps, mes oreilles n'entendaient plus tout à fait le mix pareil. Et lorsque je réécoutais le lendemain matin, eh bien mon mix, je le trouvais tout pourri parce que j'avais fait n'importe quoi, tu vois. Voilà, donc c'est comme quand, moi j'aime bien cette image-là, c'est comme quand Mario, tu sais, dans le jeu Super Mario Bros, il a chopé l'étoile, eh bien là il devient invincible, et c'est là où il faut qu'il trace, tu vois, c'est là où il faut qu'il trace, qu'il défonce tout. Dès que t'es prêt à mixer et que tu te lances, c'est là où t'as les oreilles fraîches, c'est là où t'as la motivation, et c'est là où t'as aussi les idées claires sur ce que tu veux faire, sur comment tu veux qu'il sonne ton mix. Donc c'est là où il faut tracer et aller le plus vite possible et faire des actions qui vont te faire aller vite et aller à l'instinct. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une phase préparatoire avant le mixage. Donc, c'est la phase que j'appelle, moi, la phase de pré-mixage avant le mixage. Celle où je vais faire plein de petites tâches ingrates, finaliser la production, des bruits de micro, des bruits des petites choses comme ça qui sont arrivées, qui sont faciles à dégager, avant vraiment de m'intéresser à l'aspect mixage. Et l'aspect mixage, ça va être de mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur, ça va être de corriger des clashs entre les pistes pour faire en sorte que tout soit bien uni et que tout soit cohérent et que ta musique elle soit le plus vivant possible, tu vois. Donc le truc, c'est que prépare bien ton mixage en amont et une fois que t'es prêt, eh bien tu traces.
tu traces, et moi, généralement, les mixages, après, une fois que tout est prêt, ram, c'est fait en 3 heures. Au final, tu vas te rendre compte que tu auras de meilleurs mix qui seront pas surintellectualisés, et tu vas voir qu'y aller à l'instinct, et y aller à ta première impression, ça va donner de bien meilleurs résultats, et bien plus rapidement en plus. Ensuite, autre conseil super important, ça va être d'utiliser plus les delays que les réverbérations. Tu peux utiliser les réverbérations, mais pense à utiliser le delay. Alors je sais qu'au départ, quand on commence à mixer, le delay, on se dit, ouais, mais c'est quoi là, comment je peux utiliser ça dans un projet, puisque c'est des échos uniques, tu vois, tchac, 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 et que on se dit c'est un peu compliqué à utiliser ce truc-là. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que la réverbération, c'est aussi des échos, sauf que c'est un nuage d'échos. Et le truc, c'est que tu peux avoir le même rendu avec un delay qu'avec une réverbération. Donc c'est bien de le faire parce que en fait le delay, vu qu'il est beaucoup plus simple, il va être beaucoup plus chirurgical. C'est un peu la différence. Tu vois, la réverbération, ça va plutôt être d'utiliser comme si tu utilisais une bombe de peinture qui va te faire un espèce de nuage de peinture comme ça. Et le delay, ça va être plus le travail avec un pinceau de précision qui peut te permettre comme ça de faire une bande bien découpée. Ici, on a un delay sur ces 3 guitares ici là. Elles sont toutes seules, comme ça on va pouvoir bien les entendre. Je vais te le faire écouter avec le delay, après je vais te faire écouter sans le delay. Avec le delay, tu vas voir qu'il y a un sentiment d'espace. Sans le delay, tu vas voir que c'est tout sec. Ok, t'as un petit delay qui continue. Je l'éteins et je te refais écouter. Donc tu vois, c'est pas le même rendu, hein. Le delay a vraiment apporté une dimension supplémentaire et a permis d'embellir tout ça. Si j'avais utilisé une réverbération, j'aurais pu utiliser une réverbération. On va le faire d'ailleurs là, tac, de retour. Voilà, ça peut le faire aussi, mais tu pourras en mettre moins parce que ça va te faire un tel nuage d'écho que ça peut rapidement encombrer ton mix. Là, ici, les guitares, elles sont complètement isolées, elles jouent toutes seules. Donc c'était pour l'exemple, c'était pour que tu entendes bien le delay. Donc ça va, la réverbération elle passe, mais si tu as d'autres éléments qui jouent en même temps, là, ça va clairement encombrer ton mix. Donc évite d'utiliser trop souvent des réverbérations et privilégie le delay. Tu obtiendras des mix beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis et qui vont quand même être spacieux. Alors, autre astuce, c'est de t'occuper des personnages principaux en premier, donc les 2-3 éléments qui sont le fondement de ta musique, qui sont vraiment importants pour ta musique. Pourquoi ? Parce que ça va être mieux pour toi pour les faire ressortir de l'ensemble. Si tu t'en occupes en premier, eux, tu vas essayer le mieux possible de conserver leur intégrité, et puis ceux qui arrivent après, les éléments secondaires, on va dire, tu vas plus les charcuter pour les faire rentrer dans le mix. Et en plus, si tu t'occupes d'eux en premier, eh bien, tous tes premiers efforts, lorsque tu vas avoir les oreilles fraîches, quand tu vas attaquer ton mix, ça va être dirigé vers ces éléments-là. Et du coup, tu vas pouvoir mieux t'en occuper en gros. C'est un peu comme sur une photo de mariage, tu vois, t'as la mariée, t'as le marié, puis après t'as les parents là, des mariés là, qui sont. Tu vas d'abord placer les éléments principaux sur ta photo en premier, parce que t'as ton cadre qui n'est pas illimité, il est défini, et donc du coup, il faut faire rentrer tout le monde dessus, tu vois. Mais le cousin par alliance ou le cousin germain machin, s'il se retrouve derrière là-bas. Au 3e rang, on voit juste sa tête, c'est pas grave, tu vois. Donc on s'occupe d'abord de gérer les éléments principaux en premier parce qu'on veut qu'ils sortent bien dans ton mix, et ensuite le reste, on va s'en occuper de manière secondaire. C'est un peu aussi, j'aime bien prendre l'exemple de Batman. Si tu regardes un film de Batman, eh bien généralement le costume de Batman ou celui du Joker, eh bien ils vont être beaucoup plus travaillés que ceux des figurants. Donc concentre toute ton attention au départ sur les éléments principaux de ton œuvre. Alors ça dépend de ton style, ça peut être les éléments lead, ça peut être les voix bien sûr, et puis après tout ce qui est rythme, basse, mais ça dépend vraiment des styles. Et donc si tu soignes tes éléments en premier, eh bien tu vas chouchouter le plus important dans ton mix en premier, et ton mix sera du coup meilleur. Alors avant-dernier conseil, c'est de poser une intention. Lorsque tu veux mixer, en fait, ce que tu cherches à faire, c'est de corriger, c'est d'embellir, c'est d'amener ta production à un niveau supérieur, avec des techniques de post-production. Mais le truc, c'est de tomber dans le piège de faire des traitements juste pour faire des traitements, tu sais, parce qu'on t'a dit de mettre des compresseurs, tu mets des compresseurs, ou tu mets des équaliseurs, et en fait, tu vas dénaturer complètement tes pistes, tes prises, et ça va desservir à l'ensemble de ton mix. Moi, c'est un piège dans lequel j'étais tombé quand j'ai démarré. Je prenais des tableaux, tu sais, où on te disait, le compresseur, il faut tel ratio, machin, ou l'équaliseur, pour tel instrument, il faut faire des cuts et tout ça, et des boosts à telle fréquence.
Et je prenais ça, et puis boum boum, j'appliquais, et au final, le mixage était tout pourri. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque morceau, chaque mixage est un assemblage unique de sons. Et par exemple, si on compare ça à la sculpture, tu vois, une sculpture, c'est un assemblage de bouts de bois. Et tu as deux types de sculptures. Tu as la sculpture toute tarabiscotée, comme ça, avec des bois dans tous les sens, et puis tu as une sculpture qui est très droite, comme ça. Eh bien, si on considère que le mixage, la phase mixage, ça va être de polir ces sculptures bois, eh bien, tu vas pas utiliser les outils de la même manière. Là, ici, tu vas pouvoir utiliser une ponceuse, tu vois, une ponceuse électrique. Tu vas y aller tranquillou parce que c'est tout droit, donc tu vas pouvoir poncer comme ça. Mais par contre, ici, tu pourras pas faire ça. Tu seras obligé de prendre ton papier de verre à la main et d'aller dans le moindre recoin. Donc, l'outil que tu vas utiliser va être différent dans les deux cas. Et la manière d'utiliser l'outil va être différente dans les deux cas. Donc, c'est comme un mixage, c'est un assemblage différent de sons d'un morceau A et d'un morceau B. Donc tu vas pas pouvoir utiliser les outils tout le temps de la même manière, la recette magique, boum, dans le tableau, et on applique ça de base comme ça. Non, il va falloir que tu t'adaptes à chaque fois. Donc moi, c'est pour ça que j'aime pas trop donner des tableaux comme ça, mais si tu en trouves sur Internet et que tu t'en sers, eh bien, sers-toi-en juste comme des indices, des indicateurs, mais ne prends pas ces valeurs-là à l'aveuglette et ne les applique pas de manière systématique. Il faut vraiment que tu arrives à déterminer qu'est-ce que tu veux corriger ou qu'est-ce que tu veux améliorer sur ton mixage et déterminer l'action qui va te permettre de le faire. Comme ça va te permettre de dégager tous les traitements qui vont être superflus et du coup, tu vas avoir un bien meilleur mixage parce que tu vas moins dénaturer tes pistes et puis en plus, tu vas mixer beaucoup plus vite. Et enfin, dernière astuce, mais je pense que j'aurais pu la mettre en premier parce que c'est une des plus importantes, eh bien, c'est d'apprendre à composer, arranger et enregistrer et programmer tes instruments virtuels avec le meilleur son possible. En clair, avoir déjà une production qui est au top avant de passer à la post-production. Parce que, en fait, regarde, si on met toutes les étapes, composition, enregistrement, programmation, arrangement, mixage et mastering. En fait, pour moi, je vois 5 grosses étapes, tu vois, à créer une musique. Bien ça, tout ça, là, c'est l'étape de production. Et ça, c'est l'étape de post-production. Et tu te rends compte que tout ça, là, tout ce qui précède la post-production, ça représente 75% du boulot. Et là, ça représente 20%. Et le mastering, ça représente 5%. Pour moi, c'est ça à peu près le ratio. Donc, avant d'aller à l'étape de mixage, eh bien, assure-toi ici d'avoir une production vraiment béton. Un truc qui te fait bouger, un truc qui te donne de l'énergie, un truc qui te met dans l'émotion, un truc que quand tu l'écoutes 2 semaines après, tu te dis waouh, je pourrais limite la faire écouter en l'état comme ça, juste arrangée. Elle est géniale déjà la production, tu vois. Et de penser que le mixage, ça va te servir à corriger et à arranger, à magnifier certaines choses et à gratter encore plus, tu vois, à amener ta production encore plus haut. Mais vraiment, il faut le voir comme le mixage, comme l'étape Photoshop. J'utilise très souvent ça avec mes élèves, avec mes clients. C'est si tu fais une photo toute pourrie, eh bien ça va être très difficile ensuite à rattraper avec l'étape Photoshop. Tu vas devoir bidouiller avec des outils hyper pointus. Donc ça va être un peu comme si toi tu te précipites à aller vite à l'étape de mixage, eh bien tu vas avoir une production un peu boiteuse, tu vois, et puis tu vas devoir bidouiller et ça va te donner des mix qui sont interminables et qui sont difficiles. Alors que si tu prends une photo qui est bien cadrée, qui a une bonne exposition, où le sujet est bien défini, il y a une bonne profondeur, enfin tu vois, une bonne photo quoi, eh bien après ce Photoshop, ça va devenir une espèce de formalité, tu vois, où tu vas avoir des petits ajustements à faire pour encore gratter, encore la faire devenir meilleure, ta photographie, mais sans faire de surtraitement et sans la dénaturer complètement parce que tu auras trop d'effets à placer dessus, tu vois. Donc, assure-toi d'avoir un arrangement béton, une production qui est bien finalisée avant de partir sur l'étape de post-production, mixage et ensuite mastering derrière. Je voulais te faire écouter d'ailleurs pour ça une production à moi qui est, tu vois, final arrangement, enfin qui est juste arrangé, il n'y a pas encore de mixage de fait, et je vais te faire écouter le rendu que ça donne. Pas pour te dire c'est la meilleure production du monde, mais juste pour que tu aies conscience de c'est quoi une production, de quoi il parle quand il parle d'une production qui est terminée. En tout cas pour moi, c'est ça. Voilà, donc pour moi, la production, là, elle est terminée parce que ça me fait bouger la tête, parce que je sens que au niveau instrumentation, au niveau orchestration, il y a tout qui est en place, il y a des éléments qui arrivent, qui repartent,
et tout. Enfin, au niveau arrangement, au niveau production, c'est bouclé. Donc si tu adoptes cet état d'esprit, eh bien tu feras de meilleurs mixages. Ça sera des mixages qui seront plus simples à réaliser parce que tu n'auras pas tout à rattraper au mixage. Tu sais, la fameuse phrase, bon ben c'est pas grave, on verra ça au mixage. Oublie cette phrase-là en fait. Essaie de faire le maximum sans faire de mixage. Surtout que nous, on n'est pas des ingénieurs du son, d'accord? Donc on est plus balèze pour manipuler nos instruments de musique plutôt que de manipuler des hertz et des décibels derrière. Donc, fais bien ta production, et ensuite, ça sera beaucoup plus simple de mixer, et tu feras des mixages plus rapides et de meilleurs mixages. Voilà, donc on a vu 9 astuces que j'aurais aimé connaître à mes débuts, qui m'auraient fait gagner des années et des années. J'espère qu'elles vont t'aider, toi, à progresser bien plus vite. Si tu veux maintenant aller plus loin et maîtriser les 4 outils principaux utilisés par les ingénieurs du son, eh bien, tu peux télécharger un guide PDF gratuit qui se situe dans la description, en lien juste en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!